bâtisseur de ponts. Oh là là. Qu'est-ce que j'ai pu marcher? Qu'est-ce que j'ai pu rencontrer? Qu'est-ce que je rencontre encore? Parce que ça, c'est l'intérêt du conte. Moi, je me dis, tu vois, que imagine que je sois peintre. Imagine que nous soyons tous peintres. La toile, elle est finie, la toile, elle est finie. Tandis que le conte, c'est toujours à refaire. Tu as toujours des choses à découvrir. Il y a toujours, tu vois, un petit chapeau rouge. Moi, waouh, ça me... C'est jamais fini. C'est toujours en maturation, en pétrissage, c'est jamais cuit. Imagine, on raconte des récits qui ne sont jamais cuits. et ben voilà, moi j'aime bien ça. J'aime bien. J'ai découvert aussi que je n'avais pas peur. Le conte m'a appris à ne pas avoir peur. À ne pas avoir peur des autres. Parce que je n'avais plus peur de moi. Sans doute pour les deux plateaux de la balance. Et du coup, j'ai pas peur du silence non plus. Pendant le conte, j'ai pas peur du silence. Mais j'ai pas l'impression de mourir si je me tais. J'ai pas peur de faire rire aussi. Faire pleurer les gens, c'est facile. Les faire rire. Et puis raconter le plus improbable, le plus grave, le plus triste, le plus terrible, avec légèreté et jubilation, tu vois. Pas porter de jugement. C'est ce que Barbe Bleue m'a appris. Ne pas porter de jugement sur les personnages. Moi, je remercie Barbe Bleue d'exister avec sa sauvagerie, etc. Parce que sinon, le conte n'existerait pas. Qu'est-ce que j'aurais fait pendant 15 ans, moi? Autour de quoi j'aurais tourné? Autour de qui? C'est un conte autour duquel j'ai tourné pendant certainement plus de 15 ans, peut-être 18 ans, à faire... Alors moi, je travaille de manière bizarre, en fait. Je veux dire que je ne travaille pas. C'est-à-dire que je fais que ça. C'est-à-dire que je ne sais pas, en fait, comment je travaille. Mais ça me prend du temps. Donc, je ne sais pas pourquoi, et puis c'est pas forcément ça qui est intéressant, je ne sais pas pourquoi il m'a travaillé autant. Mais il y avait... on a tous des parts d'ombre, des parts de lumière. Je pense qu'il y a dans Barbe Bleue une sauvagerie qui me correspond aussi, pour tout dire. Mais comme tout le monde, j'ai pas... Voilà. Tu peux préciser la version Barbe Bleue que tu... Ah, cher monsieur, j'ai beaucoup travaillé sur beaucoup de versions. Voilà. Mais il y en a une qui a finalement, et tout compte fait, déclenché le fait que mon intuition était bonne. Je veux dire par là, le conteur, il ne travaille pas sur un savoir, à partir d'un savoir. Pour moi, hein, tu peux penser le contraire. Le conteur, pour moi, il part d'une intuition. Donc il est au niveau du ventre, il n'est pas au niveau de la tête. Il n'est pas dans le mental, le conteur. C'est un artiste. Donc il est dans son corps émotionnel, profondément.
moi, je sentais que Barbe Bleue pouvait être sauvée. C'était pas possible qu'il ait autant de sauvagerie et qu'il ne puisse pas être sauvé et qu'il ne soit pas en capacité d'aimer autant qu'il était sauvage. Moi, à partir du moment où j'ai un peu vieilli, et donc que j'ai travaillé sur les contes, je les ai pétris, j'ai toujours travaillé sur l'équilibre du conte. Imaginons une balance, tu sais, et les deux plateaux. Et pour moi, un conte, il doit être aussi lumineux qu'il est sombre. Et chacun des personnages peut être aussi sombre qu'il est lumineux. Accorder ce droit-là à chacun des personnages. Mais il ne peut y avoir de conte, pour moi, que si, effectivement, les parts sont équilibrées. Et pour moi, Barbe Bleue, qui était une sauvagerie, parce qu'il y a quand même des versions, voilà, il fallait aussi qu'il y ait une part de lumière. Si on voulait raconter, après, voilà, si tu ne veux pas raconter, tu ne racontes pas, c'est pas un problème. Mais bon, voilà. Et la main noire, conte espagnol, était pour moi une forme de réponse. C'est-à-dire que il y avait une forme de réponse de ce qui pouvait être. C'est-à-dire aussi, quelque part, un homme qui dort. Et donc, à partir du moment où j'ai trouvé cette version, je me suis dit, ton intuition n'est pas fausse. Donc, maintenant, il faut que tu t'y mettes. Regarde-le. Apprends à le rencontrer. Il n'est pas... Qu'il soit sauvage, c'est sûr, mais finalement, si tu le regardes vraiment, tu ne risques pas grand-chose. Et je me suis penchée sur le cas de Barbe Bleue. Et j'ai fait une version que je trouve très juste. Et quand je l'ai faite, cette version, je l'ai écrite, et je me suis rendu compte que c'était un conte qui était très long, et que je ne pouvais pas raconter comme ça. Parce que il prenait toute la place, enfin, c'était pas équilibré au niveau de, tu vois, d'une soirée, en tout cas c'était très long. Je voulais pas, tu sais, c'est le problème aussi du public, faut pas non plus le prendre en otage. C'est pareil, c'est les deux plateaux de la balance. Quand on raconte des contes à un public, il faut aussi sentir ce dont il a envie, ce dont il a besoin. Et Barbe Bleue, c'est un sacré morceau. Et sacré. Et c'est un morceau sacré pour moi. Et je ne peux pas le donner comme ça, tu vois. Alors qu'est-ce que j'en ai fait? C'est pas que difficile. J'ai créé un spectacle qui s'appelle Les lavandières du jour et de la nuit. Parce que dans Barbe Bleue, il y a des lavandières. Et donc, pour créer ce spectacle, j'ai inventé un autre conte. Les lavandières du jour et de la nuit, parce que quelles que soient les versions, je n'avais pas trouvé de version qui me satisfaisait. Voilà. Donc finalement, toi, Barbe Bleue m'a emmené sur un chemin qui était long et tout à fait improbable et inattendu. Et moi, tout ce que je sais, c'est que dans ma version, Barbe Bleue est sauvée par l'amour. Le fait d'abord qu'elle l'accepte tel qu'il est. C'est-à-dire avec ses cheveux bleus, sa peau bleue, sa barbe bleue, elle l'accepte parce qu'elle est profondément ouverte à elle ne juge pas. Elle sait qu'il a tué ses deux sœurs, elle sait que voilà. Et peu à peu, ils vont s'apprivoiser. Il faut du temps pour aimer. Dans les contes, c'est très rapide en général, ils se rendent compte, ils s'aiment. Là, vraiment, il leur faut pratiquement... il leur faut du temps pour s'aimer, pour se parler. Voilà. Et
Et ensuite, elle lui donne le choix, c'est-à-dire où elle reste avec lui dans ce monde souterrain dont ils ne sortiront jamais, parce qu'il sera maudit à jamais, mais ils seront ensemble, où effectivement il revient à la lumière. Et elle est tellement tenace, cette femme, elle lâche pas le morceau, elle lâche pas le morceau, jamais, jamais, jamais. Et elle le sauve. Et moi je crois que la femme peut sauver l'homme. Et dans d'autres contes, l'homme peut sauver la femme, mais là c'est vraiment elle. Elle, la plus jeune, elle qui finalement ne demandait rien à personne et surtout pas l'amour, elle. Voilà, moi je crois que c'est ça que j'apporte. Parce que dans la manoir, ça. C'est pas tout à fait comme ça. Mais moi j'apporte le fait qu'elle le sauve d'une manière définitive. Parce que sinon, ça, quelque part, ça nourrit quand on raconte ce conte. Au départ, j'ai raconté pour le plaisir, pour le feu, pour les vents, la folie des vents. Et puis je crois que maintenant, je raconte pour la terre, pour ensemencer la terre, pour faire que les gens soient vraiment des terres en eux et que les contes soient vraiment des graines et qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui se mette au travail, comme ça se met au travail en moi et que pour eux, ça soit quelque chose, quoi. Ça soit pas juste « Oh, j'ai passé une excellente soirée avec une conteuse ». C'est vraiment... non, que ça nous dépasse. Il y a un proverbe chinois, moi quand je l'ai découvert, ça m'a enraciné dans ce que je faisais. Le proverbe chinois il dit que les hommes construisent plus de murs qu'ils ne bâtissent de ponts. Et bien je crois que la fonction du conteur, c'est d'être bâtisseur de ponts. Et c'est un métier extraordinaire, bâtisseur de ponts. Ça veut dire qu'il faut être tailleur de pierre. Il faut choisir sa pierre à chaque fois pour que ça tienne bien, tu sais, comme celui qui écoutait les pierres, là, le conte breton. Voilà, quoi, c'est ça en fait un conteur. C'est un bâtisseur de ponts. C'est bien que le public y reparte d'abord avec des sensations, des émotions, qu'en décantant consciemment ou inconsciemment, il ait des questions. Ça pose question, effectivement. Mais il ne faut pas que ce soit que des questions perturbantes. Parce que pour moi, c'est non seulement une vérité, mais une réalité, c'est que le conte est un outil extrêmement naturel. Je veux dire que les hommes se sont toujours parlé. Et à partir du moment où ils ont été constitués en un premier clan, ils ont dû être dans une nécessité de raconter, de se raconter, de raconter quelque chose.
dehors de toute idée de spectaculaire, en dehors de toute idée de éblouir l'autre. Il y avait une vraie nécessité de faire exister une parole pour que le clan existe et pour qu'il y ait un partage et que ce partage-là soit fondateur de quelque chose. Qu'est-ce que c'est que le conte? Bien, pour moi, fondamentalement, le conte, c'est une histoire que quelqu'un connaît peut-être un petit peu davantage et qu'il va raconter à d'autres qui ont envie, pendant un instant, d'oublier ce qu'ils sont là dans leur quotidien pour accéder à quelque chose de mystérieux qui les dépasse complètement et qui quelque part me dépasse. On ne sait jamais comment le conte y fonctionne. On sait à peine pourquoi il fonctionne. Et pourtant les gens, pendant un moment, ils sont là, ils sont assis et ils écoutent. Et ils écoutent juste quelqu'un qui leur raconte des histoires. C'est pas la peine de le mettre en scène. Le conteur, il est juste. C'est Michel Hidalgo qui disait, il m'avait dit un jour, qu'est-ce que tu te crois? Qu'est-ce que tu te crois? Tu sais qui tu es? Tu es quelqu'un qui prend un stop, un conte et qui l'amène un petit peu plus loin. Relativise. Voilà. Et ben c'est vrai. Voilà. On le prend en stop. Donc en fait, les gens qui viennent écouter un conteur, et ben en fait, ils viennent voir une voiture. Mais la voiture, peu importe le modèle, on s'en moque de ça. Le public, il oublie. Si le conteur, il est complètement habité par ce qu'il dit, le public ne le voit plus. Il voit le conte, il voit les images du conte. Moi, c'est ça qui me semble important, tu vois. Moi, si on me dit après, votre tenue de scène, quand même, c'est que j'ai raté quelque chose, là. C'est qu'ils n'ont pas vu ce que je voulais leur montrer. Ils ont rien ressenti. Et ça, je trouve ça. Là, j'ai l'impression d'une rencontre ratée, tu vois. Ben, ça m'arrive très très peu, en fait. Donc ça, moi, c'est fondamental. Il faut arrêter de transformer le conte dans quelque chose de spectaculaire, de travailler au mot, au temps, à la virgule près, ce qui fait qu'il est complètement hors de son contexte, hors de ce qu'il est fondamentalement, c'est-à-dire une rencontre. On n'est pas avec les gens, avec les mêmes personnes, on n'est pas les mêmes le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche et le lundi suivant. Pourquoi est-ce qu'on serait les mêmes avec le conte? Ça veut dire que la rencontre, elle est ici et maintenant, à l'instant où on raconte le conte, il est ce qu'il est à ce moment-là. On ne peut pas venir avec le conte tel qu'on l'a raconté la fois précédente. Parce qu'il y a le facteur temps, le public n'est pas le même. Et même s'il est le même, on ne raconte pas le conte de la même manière. On est forcément différent de la veille. Alors, je trouve qu'on a tendance maintenant, pour avoir écouté quand même quelques conteurs, on a tendance quand même à entendre des conteurs qui sont d'excellents conteurs. Le problème, il n'est pas là. Mais qui enferment le conte dans quelque chose de... Allez, un produit fini. Or, le conte est tout sauf un produit fini. Ce n'est ni un produit, ni fini. C'est un récit, une narration qui est en permanence, en évolution, en mouvement, et qui avance. Malgré le conteur, il avance. Malgré moi, les contes que j'ai en moi, ils avancent. Et je les retrouve transformés. Et si je ne les regarde pas au moment où je les raconte, je vais passer complètement à côté. Je ne vais pas être centrée, je ne vais pas être... Pour moi, je ne serai pas conteuse. J'ai vraiment cette exigence-là. Pour moi, le conte, c'est une histoire, c'est quelqu'un qui raconte une histoire à des gens qui sont venus l'écouter.
que tu fasses en même temps la langue des signes, que tu bondisses, que tu chantes, pourquoi pas. Mais le conte, la parole avant tout. Il ne faut pas que le reste cache la force du conte, la force de la parole. Donc, après, voilà. Ce que tu fais, toi, tu racontes pas non plus avec un musicien. Enfin, voilà, toi, tu te poses, tu t'assieds, tu racontes. Tu as fini, tu salues, tu t'en vas. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Et en même temps, c'est pas plus facile que ça. Mais bon, il faut arriver, s'asseoir, avoir des choses à dire. Mais il y a finalement, je trouve, peu de conteurs comme ça. Ce que j'appelle les conteurs à mots nus. Peu finalement. J'ai eu la chance extraordinaire qu'on me demande de participer, de faire une résidence artistique. Et qui devait durer, et qui a duré d'ailleurs 3 ans à Annecy. C'était sur le F de filles et de femmes. Et puis il y avait aussi photo, le F de photo, ça c'était drôle. Ceci tu as utilisé la photo. Et on m'a demandé un projet sur ça, le F de filles et de femmes. Et j'ai proposé un projet sur la relation de la femme avec son corps. Et donc cette MJC, qui s'appelle la MJC Archipel Sud de Annecy, a mis en place vraiment des moyens extraordinaires, humains, etc., pour que je rencontre des femmes, tu vois, et que je leur pose des questions, exactement comme tu fais. Je ne filmais pas, j'enregistrais simplement, sur le rapport qu'elles avaient avec leur corps. Et ça a duré, donc la mise en place, moi le lien a duré à peu près 1 an, j'ai enregistré pendant un peu plus d'1 an, et puis après, ben voilà, qu'est-ce que je faisais de ça? J'ai fait un spectacle qui s'appelle Un corps à vie. Ça a duré 3 ans. Ça a fini en 2006. Je suis ressortie de là totalement galvanisée, parce que j'ai trouvé que vraiment là, cette fois-ci, la parole, le conte, il avait été fondateur, il avait été fédérateur, il avait créé des liens avec des femmes qui ne se connaissaient pas, qui se voient encore, du coup, d'autres qui étaient fatiguées, qui ont repris le travail, d'autres qui ne voulaient pas d'enfants, qui finalement ont accepté le corps qu'elles avaient, qui ont eu des enfants, enfin bref. Le conte a été a engendré, voilà, le conte a engendré. C'est magnifique, tu vois, de se rendre compte de ça. Et après, je me suis dit, mais et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Comme si, tu vois, j'avais, pendant ces 3 ans-là, où j'avais vraiment réfléchi, j'avais donné, j'avais reçu, mais j'avais beaucoup donné, j'avais fait du terrain, j'étais ressortie totalement vide. Mais il m'a fallu 1 année pour retrouver des morceaux, des morceaux de terre, à nouveau labourer, tu vois, en moi, à nouveau créer, à nouveau... c'est pas si facile que ça, de se reconstruire autour de ça, tu vois. Et puis du coup, il y a eu le projet Soi avec Hélène Le Gallic, où là c'était totalement différent, puisque du coup là on partait vraiment d'un roman, enfin, il n'y avait plus d'imagination, mais bon, il y avait aussi ce challenge d'être en même temps comédienne, conteuse, lectrice. Enfin, c'était intéressant comme projet, vraiment, c'était différent. Bon, voilà, c'est une aventure qui a duré aussi 2 ans. Bon, voilà. Après, j'ai créé un spectacle pour enfants, parce que voilà, j'avais un rêve depuis très très longtemps, c'est de faire un spectacle pour enfants avec des petits cailloux comme ça que je semais dans les contes, et puis à la fin il y avait un dernier conte qui fédérait tous les autres. Je trouve que ce matin j'utilisais beaucoup le mot fédérer quand même. Voilà, ça s'appelait Faut pas dépasser les bornes. Voilà, j'aimais beaucoup. Et puis mais à force de créer, à force de... Là, en ce moment, je ne sais plus. Enfin, c'est comme si, mais c'est tellement mal, j'avais fait ce que j'avais à faire, tu vois, et que maintenant j'avais vraiment très 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 envie d'écrire. Voilà. Je me tourne plus vers l'écriture, et pas du tout l'écriture de contes. Je participe à un atelier écriture qui est mené par
Bernard Bachereau, là, je ne sais pas si tu connais, qui est un conteur écrivain basé à Dijon. Et voilà, je participe de ça. Puis j'ai des projets de romans, voilà. Mais comme si tout ça m'avait amené à un point nouveau d'ancrage très 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 centré sur le mot. Tu vois, sur le mot. Bon, il y a un conte que j'accompagne depuis que je l'ai rencontré, c'est Roi Renaud. Voilà, ça c'est, pour moi c'est un conte qui m'a réuni. Dès que je l'ai lu, ce conte, j'ai su que c'était mon conte. Il est sur la parole donnée, il est sur les gens qui se tiennent droit dans la vie, etc. Bon, voilà. J'étais devenue quand même la spécialiste en France de Roi Renaud. Ah, vous nous raconterez bien Roi Renaud. Vous allez vous raconter Roi Renaud. Bon, je racontais Roi Renaud. Parce que Roi Renaud, c'était de l'ordre de mon devoir, tu vois, de raconter Roi Renaud. Moi, quand j'ai lu cette histoire de Henri Pourrat, j'ai trouvé tellement extraordinaire, tellement grand, tellement immense, que je me suis souvenue qu'on m'avait dit un jour, quand tu as une histoire qui est grande, surtout ne la rapetisse pas pour pouvoir la porter. C'est à toi de te grandir. Voilà. Alors j'ai pris une échelle, voilà, et puis... Et à chaque fois que je l'ai raconté, et je l'ai raconté souvent, c'est une histoire qui m'a nourrie. C'est-à-dire que quand je racontais, l'ancrage, c'est avec cette histoire-là. J'étais à ma place, je prenais la place de personne, j'étais à ma place, je racontais Roi Renaud, je le voyais puissamment, et j'étais à ma juste place. Et puis, un soir, je l'ai raconté, et je me suis ennuyée. Voilà. Car je n'ai rien vu d'autre que l'histoire de Roi Renaud. Ce soir-là, je ne lui avais rien apporté, il ne m'avait rien apporté. J'avais très bien raconté parce que j'avais des ficelles, mais... et après le spectacle, j'ai pleuré. Comme on pleure lors d'un deuil. Il m'avait quitté. Tu peux essayer de dire pourquoi, à ton avis, tu t'es ennuyée? Parce que, tu sais, des fois, quand je fais la formation, je dis que, puisque le conteur travaille beaucoup avec des images, je dis que le conte est une forêt. Et que dans une forêt, il y a autant d'entrées possibles qu'il y a de centimètres carrés de terre. Donc tu peux commencer, il pleuvait ce jour-là, tu peux commencer, il était une fois un homme, tu peux commencer, il faisait grand soleil, et c'est toujours le même conte. En fonction de ce que tu es ce jour-là, de ce que tu sors du public, c'est toujours le même conte. Eh bien, je crois que j'avais fait le tour. J'avais fait le tour de toutes les entrées dans la forêt, de toutes les météos possibles, de toutes les rencontres possibles, et que je pense que je l'avais un peu fatigué quand même, tu vois. Le Roi Renaud, je l'avais un peu fatigué. Et donc il s'est esquivé. Je te lance sur une autre piste technique. Et du coup, pourquoi tu n'as pas commencé ailleurs dans le récit? Au lieu de commencer dans la forêt, tu commences avec la belle-mère.
Non, mais c'est quand même une entrée dans la forêt. C'est le conte lui-même qui est une forêt. Ah, pardon. Le conte Oui, est tu une parlais- forêt. Non, non, le conte est une forêt, c'est une image. Oui, ok. Ça se Je passe croyais pas dans que la tu- forêt. non, Non, pas du j'avais tout. pas Non, compris non, non, l'image. non, non. Non, non, le conte est une forêt, et donc tu peux rentrer par n'importe quel chemin, tu rencontres toujours dans la forêt. Tu rentres toujours dans la forêt. C'est ça que je voulais dire. Donc effectivement, je pouvais raconter, je pouvais même commencer avec la belle-mère en haut de la tour qui appelle Roi Renaud. Mais tout ça, c'était fait déjà. Ok, c'est ça que Et j'avais donc, pas du coup, compris. j'ai pas trop. Non, mais je me suis mal exprimée. J'ai pas trouvé de nouvelle entrée, sans doute. Et donc, il commençait à y avoir une espèce de machine qui se mettait en route, peut-être du style pilotage automatique, tu vois. J'étais plus en état d'éveil. Peut-être qu'on pourrait dire ça. Je n'étais plus en état d'éveil. Je n'ai pas été ce soir-là en état d'éveil. Je ne l'ai pas regardé avec les yeux d'une amoureuse. Surprends-moi, s'il te plaît. Et donc j'ai dû me fatiguer. Et puis quelques années plus tard, alors que je racontais, j'avais un spectacle qui s'appelait Fantasia. Fantasia conteuse. C'est-à-dire que un petit peu les contes d'empointement, la mille et une nuits, et c'était de l'improvisation. Je ne savais jamais quel conte j'allais raconter, etc. Pour moi, c'était le feu de Dieu, ça. C'était vraiment un truc extraordinaire. Il est revenu. Mais il est revenu au triple galop. Hein. Et alors je peux te dire que je l'ai accueilli, mes bras ouverts. Je l'ai accueilli comme on accueille un ami, comme on accueille le soleil après l'hiver. Il était là à nouveau, tu vois, sur son cheval, toujours aussi droit, etc. Il y a peut-être quelques cheveux blancs. Ah, quel plaisir de le retrouver. Et donc on a fait un chemin ensemble. Et un jour, en le racontant, j'ai enfin, comme quoi, quand on ne veut pas voir, on ne voit pas. Hein. J'ai compris pourquoi il n'y avait que 2 rosiers à la fin. Tu sais, voilà, il meurt, et puis sa femme portant son fils dans les bras pour aller le faire baptiser à la petite chapelle. Voilà, elle ne sait pas que son mari est mort, et tout d'un coup, il y a là une tombe toute fraîche, et sa belle-mère dit oui, c'est la tombe effectivement de Roi Renaud, mort en forêt il y a 3 jours, et la femme crie qu'on la creuse pour 2, qu'on la creuse pour 3, et elle tombe morte, son fils mort dans les bras, et 2 rosiers apparaissent. Et 2 colombes viennent se poser, chantent, etc. Et je me disais, mais bon sang, bonsoir, mais pourquoi donc 2 et pourquoi pas 3? Voilà. Et pendant que je racontais comme ça, un jour, je me dis, oui, bien sûr, c'est évident. Et ça faisait, je sais pas, peut-être 15, 20 ans que je racontais ce conte. Et je me posais la question, mais bon, quand je racontais, je ne me posais pas la question. J'étais à regarder faire, à tournoyer. Et voilà. Un conte peut toujours te surprendre. Et moi, j'ai pensé, mais peut-être que j'ai totalement tort, tu vois, Pascal. Mais en tout cas, c'est mon intuition profonde. Il n'y a pas 3 rosiers, il n'y a pas 3 colombes, tout simplement parce que l'enfant n'était pas baptisé. Et quand un enfant n'est pas baptisé, à cette époque-là, il n'existe pas encore. Il n'est pas nommé, il n'existe pas encore. C'est ce que je me suis dit, moi. C'est là où j'en étais. Tu vois, c'est ce que le conte me disait à ce moment-là, tout ce que je pouvais comprendre et sentir, et je m'en suis tenue là, parce que la réponse me satisfait pour l'instant. Voilà. Je pense que c'est juste. Ce n'est pas triste, en fait. Parce que ça paraît injuste. En fait, ce n'est pas injuste. C'est un conte moyenâgeux, c'est un conte qui correspond effectivement à un état, à une culture, à une religion, voilà, donc c'est qu'au Vietnam, quand tu te promènes par exemple, eh bien les enfants, les bébés n'ont pas de nom avant 3 mois, et avant 3 mois on les sort très peu, et il ne faut surtout pas les regarder, il ne faut surtout pas les toucher, il ne faut surtout pas les prendre en photo, parce qu'ils n'ont pas été nommés, ils ne seront nommés qu'à 3 mois, et tant qu'ils n'ont pas de nom, ils n'existent pas. Et pourtant la mère les nourrit, elle ne fait que ça. Ça, tu vois, voilà. Et ça me renvoie à ça. Bon, le Vietnam, c'est ici et maintenant. Enfin, c'est ici, c'est un peu plus loin, mais enfin, c'est maintenant. Et Roi Renaud, c'était au Moyen-Âge, et je pense que c'est du même ordre. Et du coup, Roi Renaud, tu l'as encore? Ah oui, bien sûr. Ça y est, il est revenu. Ça y est. D'accord.
soir, la semaine, le week-end. Je racontais tellement, tellement, tellement. Et puis je faisais la formation aussi. Et je disais aux gens, pour être conteur, il faut être enraciné. Du coup, je me suis rendu compte que j'étais en train de perdre mes racines. Tu vois, à force de n'être jamais ancré, à force de n'être jamais chez moi, à me poser, à voir mes enfants, à voir mon mari, mon amoureux, enfin tu vois. Je dis, mais attends, mais tu dis ça, mais qu'est-ce que tu fais, toi? Où t'étais hier? Où tu seras demain? Tu sais qui tu es encore? Ça fait grandir, tu vois. Ça donne de l'épaisseur. Ça donne un vrai sens à ta parole. Et puis quand tu te rends compte de ça, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, stop, on arrête un peu. Pendant une année, j'ai vendu des surfaces de bureau. Je racontais des histoires, hein. L'astrologie m'a beaucoup servi à ce moment-là. Mais, comment te dire, j'avais un emploi du temps qui était, voilà, je savais ce que je faisais, à quelle heure j'arrêtais, parce que la parole, le monde est une pelote. Tu commences à tirer et tu tires sur le monde, tu vois. Tu peux tirer sur la pelote du matin au soir, du soir au matin, et tous les mois de l'année, et toutes les années de ta vie, tu tires, t'arrêtes jamais. Et puis voilà, quoi. L'homme naît, souffre et finalement meurt. Moi, je ne vais pas passer mon temps à tirer sur la pelote, quoi. Je vais m'asseoir pour regarder la pelote. Raconter, c'est le mot. Je salive là, c'est le mettre en bouche, tu vois. C'est choisir le mot exact au moment où il faut le dire, quoi. C'est jubilatoire le mot, jubilatoire. Enfin, moi, mais c'est pas des mots différents quand je vais chez le boulanger, quand je vais, tu vois, c'est le mot, quoi. Et je crois que c'est ce qui peut-être tu me demandais qu'est-ce qui peut faire ta spécificité. Je crois que je suis pas différente quand je raconte et quand j'ai pas de vie, tu vois, la vie d'artiste et puis la vie de je passe la Sapilière et je fais mes courses. Le conteur, c'est un vivant. C'est un vivant, un conteur. C'est quelqu'un qui participe de la vie. Là où il n'y a pas de mots, il faut qu'il dise des mots. Là où il n'y a pas de silence, il faut qu'il instaure le silence. Là où il n'y a pas de regard, il faut qu'il regarde. C'est tellement... Tu sais, dans le vivier du conte, tu avais mis en exergue un conte très très court, moi qui me pose question, enfin, vraiment. Tu sais, c'est l'histoire de cet homme qui va tous les jours raconter à la mer et qui repart comme ça, et revient le lendemain. Et personne ne sait ce que ferait la mer, ce que ferait l'océan, si le conteur ne revenait pas le lendemain. Attends, mais tu te rends compte? Ça, tu vois, ça m'habite, quoi. C'est le mystère, quoi. Qu'est-ce qui se passe quand on raconte, mais qu'est-ce qui se passe aussi quand on raconte pas?